C'est la Bougriou. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'au sein de la majorité, sur cette question du Premier ministre, deux camps sont en train de s'affronter. Oui, absolument. Il y a deux façons de penser. Ceux qui considèrent que malgré les qualités d'Elisabeth Borne, eh bien, son tempérament ne correspond pas au moment. Et par ailleurs, sur un plan plus politique, plus stratégique, le fait qu'elle soit issue de la gauche et eh bien, il y a eu aussi une forte percée de la droite au sein de l'hémicycle, de l'extrême droite plutôt, et que le président va devoir négocier avec les Républicains pour en faire une sorte de complément de majorité pour pouvoir voter ces textes, eh bien certains estiment qu'il faut qu'Elisabeth Borne soit remplacée. D'autres, à l'inverse, considèrent que ce serait un très mauvais signal pour une raison toute simple. La Première ministre n'a pas encore siégé à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Et par ailleurs, eh bien, je vous le disais, elle a de nombreuses qualités qui sont reconnues au sein de la Macronie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, même si pour l'instant il prend son temps sur cette question, va devoir à un moment donné trancher, surtout qu'à partir de demain, il s'engage dans une longue séquence internationale. Et bien maintenant, toute la question réside dans le fait de savoir s'il prendra la parole avant ou après cette séquence. Merci, c'est là. Vous êtes avec Julie Janus à l'Élysée. On va vous retrouver tout à l'heure pour évidemment revenir sur les entretiens qui sont toujours en cours sur place. Avant cela, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer et comment, Julien Arnaud, Elisabeth Martichoux, Lydia Guirouz, Frédéric Dabi sont avec nous. Avant de nous dire ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer, des déclarations de François Bayrou ce matin. Frédéric, en termes de popularité, ça se passe comment pour la Première ministre ? C'est le début. C'est le début. Ça a été bien dit, elle n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves. Donc l'indicateur est fois fiducial pour Match et Sud Radio qui s'appelle l'approbation de l'action, qui est très indexé donc sur le faire, la met en difficulté. Elle passe en un mois de 48% à 41%. C'est une chute forte. Je le disais, c'est inédit depuis la mise en place de ce baromètre qu'un président ou qu'un chef de gouvernement... Chute forte et inédit, ce sont deux choses différentes. Tout à fait. Chute autant au tout début d'un mandat, donc ça montre qu'il n'y a pas d'état de grâce, mais je le répète, c'est lié aussi aux circonstances. Une première ministre nommée très tardivement, en pleine campagne électorale dont elle a refusé ou qu'elle n'a pas pris à sa main, puisqu'elle est restée dans sa circonscription. Je crois qu'elle n'a pas fait, dites-moi si je me trompe, de visite à d'autres candidats Ensemble Renaissance dans d'autres circonscriptions. Elle s'est battue pour être élue à Vire. Et quand on voit le score de second tour, un peu moins de 53%, effectivement, face à un novice, 22 ans en politique. Oui, et 15 points de moins que ce qu'avait obtenu Alain Tourret en 2017. Elle a bien fait de labourer sa circonscription. Maintenant, pas d'état de grâce et clairement, les Français ne sont pas du tout dans le rejet, loin de là, même si 41% c'est minoritaire, mais ils attendent pour voir et on va peut-être passer de la bienveillance à l'impatience. Donc elle n'est pas touchée à mort, si je puis dire, ce n'est pas une cressonnisation comme on avait dit par le passé, mais elle est quand même fragilisée. Voilà pour la situation, le contexte global. Elisabeth, les propos de François Bayrou ce matin, vous les interprétez comment ? Comme la volonté de François Bayrou de pousser le plus loin possible à la décision, et une décision forte, Emmanuel Macron. Il sort du bois. François Bayrou, il le dit publiquement, alors que depuis 5 ans, ou pendant 5 ans, il a dit « je ne dirai jamais le détail des conversations personnelles que j'ai avec Emmanuel Macron ». Il a vraiment pris le soin de soigner au maximum sa relation personnelle. C'était très important pour lui, après s'être donné, entre guillemets, à Emmanuel Macron en 2017, de préserver au maximum cette relation-là. Il pousse le curseur un peu plus loin. Là, il brutalise un peu Emmanuel Macron, qui, vous le savez, n'aime pas la pression. Mais il se dit, c'est le moment ou jamais. Il a, lui, une appréciation très dramatique de la situation. Il pense qu'il faut changer beaucoup de choses. Il a dit jusqu'à l'Union nationale, bon, pas l'Union nationale, il a répété ce matin que c'était un idéal inatteignable dans la culture et la tradition française, mais jusqu'à l'Union nationale, ça veut dire qu'il faut aller très loin. Et pour ça, effectivement, il faut un animateur politique à la tête d'un gouvernement qui tenterait en permanence de trouver des compromis, soit sur un paquet de textes, soit texte par texte. Et il est convaincu. Alors, ironie du sort, dans mon souvenir, il avait fait beaucoup pour écarter Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, d'une nomination à Matignon. Je pense que si on lui posait la question aujourd'hui, il dirait, pour ne pas se désavouer, mais aussi parce que c'est ce qu'il pense. Non.
une LR directement, c'est pas possible, chef du gouvernement. Mais Elisabeth Borne, du coup, il avait plutôt dit entre les deux, je préfère Elisabeth Borne. Et là, il vient la flinguer. Pardon pour l'expression. Il vient la flingue ce matin, en bonne et due forme, sur France Inter, pour être sûr qu'il y aura un écho maximum et que ça atteigne très vite les oreilles du président. C'est une entreprise un peu... ça de casse démolition. ou ça passe. Ça casse ou ça passe. Il se dit, bon, ben voilà, c'est peut-être ma dernière chance d'arriver à Matignon. Peut-être qu'il se dit ça aussi. François Bayrou qui a l'habitude de dire concernant ses discussions avec Emmanuel Macron qu'il souffre d'une amnésie. Amnésie prononcée et récurrente. Voilà. Je crois que ce sont ces mots. Vous l'appelez, vous lui dites bonjour monsieur Bayrou, qu'est-ce que vous a dit le président de la République? Oh, vous savez, monsieur Arnaud, je suis à Pau, j'ai bizarrement une amnésie. Ce qui se passe à Paris, j'ai oublié. Voilà la réponse que vous fait François Bayrou. Julien, c'est vous qui nous avez alerté sur ces propos ce matin. Vous nous avez dit attention, ça c'est le début de quelque chose, il faut en parler. Ah oui, c'est extrêmement fort parce qu'encore une fois, François Bayrou prend toujours très soin de ne rien dévoiler de ce qui se dit, je dirais, en coulisses et encore plus avec le président de la République. Alors là, est-ce que ça veut dire que ce sont des sujets qui ont été abordés en tête-à-tête avec Emmanuel Macron? Est-ce que c'est François Bayrou qui de lui-même décide de monter au créneau, qui flingue effectivement, et le mot, c'est le mot employé par Elisabeth à l'instant, mais qui décrit un petit peu la sortie, qui décrit bien la sortie aujourd'hui du patron du MoDem, avec dans la perspective de se dire, bah tiens, ça peut être mon tour et c'est maintenant pour moi si je veux accéder à Matignon. D'autres profils peut-être qui se distinguent. On parlait de Catherine Vautrin. C'est pas anodin. Catherine Vautrin, elle a fait une interview dans la presse hier. Catherine Vautrin qui s'est montrée au café Le Bourbon. Vous savez, le café Le Bourbon, c'est juste le café qui a derrière l'Assemblée nationale. Et c'est le lieu, si on veut être vu, par excellence. Et elle était là, assise, hier, répondant, faisant des interviews, etc. Et elle est venue tout sourire hier soir sur LCI dans une forme éblouissante. Exactement. Elle a fait un exercice. Donc, elle qui refusait les interviews jusqu'à présent, qui ne voulait pas du tout en parler. Là, tiens, bien, comme si on remettait une pièce dans la machine. Donc, il y a quelque chose qui se passe en coulisses avec. Alors, quels sont les acteurs? Qui tire la ficelle de quoi? C'est la réponse qu'on aimerait avoir. Mais là, avec la sortie de François Bayrou, on a peut-être un début de réponse. Nous disions ici même il y a encore quelques jours qu'elle serait maintenue à son poste pour l'instant, Elisabeth Borne, ce qui a été confirmé par le chef de l'État, mais il semblerait que cet instant se réduise d'heure en heure. Bah oui, si vous avez cette sortie de François Bayrou, c'est que certainement les heures d'Elisabeth Borne sont comptées, même si elle est absolument déterminée à garder son poste et à se battre. Et on sait que c'est une battante, puisque personne n'avait dit qu'elle réussirait à être Première ministre. Elle l'est, et puis son parcours, comme vous l'avez rappelé, le démontre. Mais effectivement, quand on écoute François Bayrou, donc il ne faudrait pas de Madame Borne, qui vient de la gauche. Il ne faut pas non plus de Madame Vautrin, qui vient des LR, puisqu'il a participé à la dézinguer. Donc qu'est-ce qui reste au milieu de tout ça? Peut-être quelqu'un qui vient du MoDem et qui est politique. Le centre, c'est moi. Et qui a de l'expérience. Donc on se demande à qui on pense, si ce n'est François Bayrou lui-même. Voilà. Donc, non, je pense que la ficelle est très grosse de la part de François Bayrou. Mais une chose est certaine, c'est que Elisabeth Borne, comme chef du gouvernement, ça va être très, très difficile de la maintenir. Et je lisais que son directeur de cabinet avait réuni les chefs de cabinet des différents ministres en disant... Pour le moment, le chef de l'État lui a renouvelé sa confiance, mais pour combien de temps encore? Je crois que pour qu'Emmanuel Macron démontre qu'il a bien entendu et compris les Français, il va falloir qu'il s'exprime très vite et il va falloir qu'il fasse des changements importants pour envoyer ce signal qui dit « je vous ai entendu, je vous écoute » et aujourd'hui, j'amène cette fameuse nouvelle méthode qu'il avait promis pendant la présidentielle. Alors, dans son esprit, la réponse a l'air évidente, mais est-ce qu'il a le profil, François Bayrou, pour ce poste de Premier ministre aujourd'hui? Oula, c'est pas une question facile que vous me posez là. Mais vous êtes bon, Frédéric, c'est pour ça que je vous la pose. On est content que ce soit vous. Ouais. Il n'y a pas de joker, on peut pas. Non, okay. Non. On peut parler d'autre chose si vous voulez, bien sûr. Non, c'est quelqu'un qui est bien sûr connu et archi connu des Français. 3 candidatures présidentielles. C'est vrai qu'il est peut-être au barycentre de la vie politique compte tenu du positionnement du MoDem. Moi, je l'ai souvent comparé à un candidat pré-macronien. C'est le premier qui a essayé d'être sur le dépassement des clivages et ça avait failli marcher en 2007. Il faut dire aussi qu'il a été, du point de vue de l'opinion publique, assez absent lors du quinquennat.
de 2017-2022. C'est-à-dire qu'il a très vite quitté le gouvernement pour une affaire judiciaire qui s'est complètement d'ailleurs. Donc il pourrait apparaître comme un homme neuf en quelque sorte, même s'il ne l'est pas évidemment. Que prévu, même si bon, clairement il n'incarne pas le renouvellement. Mais c'est vrai qu'il pourrait être le petit dénominateur commun entre une partie de la droite, même si chez LR il a pas laissé des bons souvenirs. L'appel à voter pour François Hollande en 2012, mais vu la relation, et ça a été vu ce matin chez Elisabeth avec les LR et Nicolas Sarkozy, je pense que ce n'est plus un problème, et cette majorité présidentielle. Il faut penser aussi à une autre personne dans ce mécano de la majorité, c'est Édouard Philippe, nommé François Bayrou Premier ministre, mais vraiment on est sur des suppositions, et je le répète, on se trompe toujours dans politique fiction à 9h43. Voilà, exactement, on refermera vite cette parenthèse. C'est aussi peut-être donner, je dirais, lâcher la bride à Édouard Philippe, qui se positionnerait très rapidement pour 2027. Lydia, avant de retrouver Céla Bougriou qui nous attend à l'Élysée. La difficulté aussi de François Bayrou, c'est qu'il incarne ce en même temps. En même temps que finalement les Français ont rejeté, puisqu'ils ont une volonté d'avoir vraiment des choses soit blancs, soit noirs, mais d'être véritablement dans une clarté, cette zone de gris permanent. Les Français n'en veulent plus, et on l'a vu avec les résultats à l'Assemblée nationale. Et l'autre point, c'est que je pense qu'il sera très difficile pour Emmanuel Macron de remplacer une femme par un homme. Parce que ça va faire, après Edith Cresson, avoir une femme qui reste seulement 6 après, semaines. Il y a d'autres postes dans la République. Il y a le perchoir, par exemple. Mais je pense que remplacé par un homme, ça va être quand même quelque chose qui va être assez difficile, alors qu'il y a eu quelques affaires dans ce début de quinquennat. Céla Bougriou, vous êtes à l'Élysée ce matin pour LCI, où Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Il est en ce moment même avec Julien Bayou, l'écologiste. Une question au centre de ces conversations depuis hier, on l'a appris sur LCI via Fabien Roussel, cette question d'un gouvernement d'union nationale, oui, semble-t-il, mais pas pour tous. C'est en tout cas ce qu'il semble ressortir de ce que nous disent les uns et les autres, c'est là. Oui, absolument, car le président lance des pistes, échange, dialogue avec les uns et les autres et ne leur dit pas la même chose. Hier, un conseiller de l'exécutif nous expliquait qu'il ne fallait pas s'emballer sur cette question, que cela faisait partie justement du principe du dialogue et que rien n'était acté à ce stade. Et puis par ailleurs, on l'a entendu hier, François Bayrou lui-même demandait à ce que le message de ces élections législatives soit entendu et qu'on se rapproche le plus possible, je cite, de l'Union nationale. En tout cas, l'enjeu pour Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est d'éviter toutes sortes de blocages à l'Assemblée nationale, et c'est aussi la raison pour laquelle il consulte tous ses adversaires politiques avec, en sous-main aussi, l'idée de faire en sorte qu'ils clarifient leur position vis-à-vis de la majorité. Fin de non-recevoir pour Christian Jacob hier, qui l'a répété. Il a répété les mêmes éléments de langage que ces derniers jours du côté des Républicains. Aujourd'hui, c'est au tour de Julien Bayou pour les écologistes. Il y aura aussi Adrien Quatennens pour la France insoumise, ainsi que Franck Riester pour Agir. Merci, c'est la Bougriou à l'Élysée. On va vous retrouver tout au long de la journée, évidemment, pour continuer de suivre avec vous ces entretiens et ce qu'il en ressort. Julien Arnaud, évidemment, il consulte le président de la République, qui n'a pas encore pris la parole depuis le résultat des législatifs. On va en parler dans un petit instant. Juste avant, j'aimerais vous faire entendre ce qu'a dit Bruno Retailleau. Il était l'invité Elisabeth Martichoux ce matin sur LCI au sujet de cette question de l'Union nationale. Écoutez, on en parle juste après. J'ai pris le soin, avant de venir ici, de contacter Christian Jacob. Je lui ai demandé, mais j'entends qu'il a fait cette proposition à un membre éminent de la NUP, très bien, extrême gauche, donc est-ce qu'il t'a fait la même proposition ? Il a été clair, il a été net, le président de la République ne m'a pas fait la proposition de participer. La conclusion que vous en tirez. Mais c'est la finasserie. C'est la finasserie. Il tente, je pense, un coup politique. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Je suis partisan de la ligne d'une opposition qui soit une opposition d'intérêt général. Voilà, on additionne à notre collection d'expressions ce matin. Il y a eu punk, prends-toi ça saucisse, et maintenant finasserie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, finasserie. Finasserie, ça veut dire que c'est une façon de faire en sorte que Roussel et Mélenchon... s'il propose ça, Roussel, c'est qu'il n'y croit pas à l'Union nationale, Emmanuel Macron. Mais encore une fois, il met tout sur la table dans la situation où il est. Je pense qu'il n'y croit pas vraiment, il teste. Et il propose ça à Fabien Roussel, qui est flatté,
qui dit bon, je ne vais pas le faire parce que vous n'êtes pas assez, vous êtes vraiment en disgrâce, les Français vous détestent entre parenthèses, donc je ne vais pas m'associer à un président qui a subi une telle défaite dimanche dernier. Mais c'est à Fabien Roussel qu'il formule cette proposition. Encore une fois, il sait que Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le grand amour, et donc ça permet, je pense moi, c'est ça, il pense à finasserie, ça permet d'enfoncer un coin, ça permet de tester plusieurs solutions. Vous êtes d'accord, Julien ? Je suis entièrement d'accord. Oui. Je regardais pour avoir le mot, définition dictionnaire, finasserie, petite ou grossière finesse, ruse, subterfuge. Voilà les propos, la traduction de ce que voulait dire Bruno Retailleau. Gagner du temps aussi. Gagner du temps, exactement. C'est un bon mot, Scrabble, ça finasserie. Ouais, exactement. Vous posiez la question tout à l'heure, Thomas, avant d'écouter Bruno Retailleau sur le timing. Oui, il faut qu'Emmanuel Macron parle. Il faut qu'il explique ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, certes, il reçoit tous les chefs de parti. Et en parallèle, vous avez Elisabeth Borne qui mène des consultations, qui décroche son téléphone, passe des coups de fil pour aller débaucher, entre guillemets, chercher des députés à gauche, à droite. À la manœuvre, c'est la Première ministre, il y a Gérald Darmanin, il y a Olivier Véran. Je dirais que ce sont les trois qui sont chargés de mener ça. Mais il faut expliquer pourquoi on fait ça. Marie Chantré me disait tout à l'heure, j'ai changé du service politique de TF1 LCI, elle a posé hier soir la question à un conseiller de l'exécutif en lui disant « Y a-t-il une possibilité que le président de la République s'exprime avant son départ à Bruxelles jeudi ?» Réponse, 50% de chance. C'est quelque chose qui peut s'envisager, mais rien d'acté. Ça veut dire comment 50% de chance. Imaginons ce soir une prise de parole à 20h. Exactement. C'est une option, c'est sur la table. Vous connaissez la blague, hein. Soit il s'exprime, soit il ne s'exprime pas. Ça fait 50% de chance. Oui, c'est ça. Mais ce soir, vous êtes en forme ce matin. Vous êtes en forme, mais vous rigolerez moins si ça se passe ce soir à 20h. Ah non, je serais très content. Je serais très content. Monsieur Macron, si vous nous écoutez, exprimez-vous ce soir à 20h. Faites plaisir à Julien. Merci. Non, Frédéric, rapidement. Moi, je suis quand même surpris de voir à quel point le président, alors peut-être qu'il parlera ce soir à 20h, mais parle peu. On se souvient de ses prédécesseurs, de l'époque quinquennat, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui, dès le lendemain, ou vraiment le surlendemain d'une défaite électorale, d'un moment important électoral dans le pays, avait pris la parole. Et je crois que ce silence ne plaît pas aux Français dans la mesure où ils ont l'impression, avec en plus une campagne électorale qui a été chloroformée, qui a aussi chloroformé l'action du gouvernement, que le pays n'est pas dirigé et n'est pas tenu. Frédéric, Elisabeth, merci à tous les deux d'être venus pendant cette heure nous expliquer tout ce que vous nous avez expliqué. Lydia, Julien, vous restez avec nous. Il nous attend. Regardez, Frédéric Delpech, il est à l'Assemblée nationale. On va vous faire vivre tout à l'heure en direct l'arrivée des députés RN. Le voici, Frédéric, avec un grand sourire à la Frédéric. L'arrivée des députés RN à l'Assemblée nationale. Ils sont 89 et c'est le premier groupe d'opposition.